28 octobre 2008, à Rothaar-Egern, une paisible station de vacances en Haute-Bavière. Lieselotte Kortum, 87 ans, est retrouvée morte dans sa salle de bain, une jambe dépassant du bord de la baignoire, la tête sous l'eau. C'est son auxiliaire de vie qui la découvre. La scène intrigue les enquêteurs. Accident ou crime maquillé ? Rapidement, les soupçons se tournent vers le concierge de la résidence, Manfred Ganditsky. L'aurait-il tué pour de l'argent avant de simuler une chute ? Alors qu'il clame son innocence et malgré l'absence de preuves, Manfred est condamné à perpétuité. Que s'est-il réellement passé cette nuit d'octobre 2008 ? Comment une accumulation de suppositions ont-elles conduit le concierge derrière les barreaux pendant 13 ans ? Bienvenue dans Erreur à la barre, une série énergie qui revient sur les plus grandes erreurs judiciaires. Je suis Fanny Sauveplan. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Manfred Ganditsky, le concierge accusé du tristement célèbre meurtre dans la baignoire. Pour cet épisode, j'ai rencontré Hans Holzheider, journaliste judiciaire allemand depuis 30 ans, qui a notamment couvert cette affaire. Retour au 28 octobre 2008. En Haute-Bavière, dans le sud de l'Allemagne, l'automne atteint les paysages de nuances dorées. Rothaar-Egern, un village tranquille au bord du lac Tegern, est réputé pour sa douceur de vivre. Ici, les retraités viennent chercher calme et sérénité, entourés de montagnes et de forêts. Il est 18h30, Marina, une auxiliaire de vie de 21 ans, pousse la porte d'une résidence du village. Elle s'apprête à rendre visite à Lieselotte Kortum, l'une de ses patientes. Son rôle ce soir, s'assurer que cette dame de 87 ans a bien pris ses médicaments. Une routine bien rodée, jusqu'à ce qu'un détail l'interpelle. Le trousseau de clés. Il pend sur la serrure extérieure de la porte d'entrée. Marina est intriguée. Ça n'est pas habituel. Elle pénètre dans l'appartement. Dans le salon, personne. Dans la chambre, personne. Elle se dirige vers la salle de bain, d'où elle entend couler un filet d'eau. Dans la baignoire, Lieselotte Kortum, encore habillée. Une jambe dépasse du bord, sa tête est immergée dans l'eau. Le robinet est à peine ouvert, juste assez pour que l'eau ne déborde pas. La jeune auxiliaire, paralysée par la scène, alerte un médecin urgentiste. Mais au fond d'elle, elle le sait déjà, il est trop tard. Lieselotte Kortum était une femme âgée. À 87 ans, elle n'avait plus de famille proche, plus de mari, pas d'enfants, pas de frères ni de sœurs pour l'entourer. Elle vivait seule dans son appartement à Rothaar-Egern, une toute petite ville du sud de l'Allemagne. Hans Holzheider, reporter judiciaire depuis 30 ans en Allemagne. Depuis la mort de son mari, 2 ans auparavant, elle vivait seule et était assez malade. Elle avait des problèmes aux genoux et aux jambes et elle devait utiliser une canne. Elle souffrait de petites absences qui ne duraient que quelques secondes ou quelques minutes. À 20h30, les agents arrivent au domicile pour les premières constatations. Aucune trace de violence dans l'appartement, pourtant, des détails les troublent. Sur la table, une caisse contenant plusieurs centaines d'euros en petites coupures. Et ses clés conservées dans la serrure. Mais surtout, cette position étrange dans la baignoire. Lieselotte Kortum est-elle tombée par accident ou quelqu'un l'a-t-elle placée là pour dissimuler un crime ? Les policiers décident de ne rien toucher. Ils photographient chaque recoin et appellent un médecin légiste pour lever le doute. Quel secret cache cette scène macabre ? 28 octobre 2008, 20h50. Le téléphone de Manfred Ganditsky, concierge de la résidence, sonne.
Il est l'homme de confiance des habitants. Depuis plusieurs années, il veille sur eux, et en particulier sur l'Iseloté Kortum. Si quelqu'un a remarqué ou entendu quelque chose, c'est forcément lui. La police souhaite le rencontrer. Il faisait tout pour elle. Il faisait la vaisselle, il lui préparait le petit déjeuner. Il la conduisait chez le médecin, chez le coiffeur. Il allait à la banque et il encaissait ses chèques. Il était la personne la plus importante de sa vie et il était à peu près la seule personne qui la voyait régulièrement. Manfred Ganditsky vit aussi dans la résidence. Il est marié à Maria, sa seconde épouse, avec qui il élève un enfant. Le couple en attend un deuxième. En rencontrant les policiers au domicile de l'Iseloté ce soir-là, il est décontenancé. Il y a quelques heures seulement, il était avec elle. L'Iseloté Kortum était à l'hôpital depuis quelques jours parce qu'elle souffrait d'une diarrhée sévère. Et Manfred Ganditsky l'avait ramenée chez elle depuis l'hôpital ce jour-là. Il l'avait donc ramenée dans sa voiture, l'avait accompagnée jusqu'à son appartement, pris un café avec elle, et il avait dépensé de l'argent pour lui faire des achats. Il y avait donc une boîte ouverte sur la table avec de l'argent liquide dedans. Et puis il est parti parce qu'il voulait voir sa mère, qui était aussi à l'hôpital. Manfred explique qu'il a quitté l'appartement aux alentours de 15 heures, après avoir partagé un café avec l'Iseloté. Mais rapidement, quelque chose intrigue les policiers. Le concierge parle beaucoup. Trop. Et il se justifie énormément. Il leur a montré le reçu du supermarché où il était allé l'après-midi pour montrer qu'il était allé à une certaine heure à un certain endroit. Et il a aussi remis des bijoux que Madame Kortum avait donnés à sa femme en cadeau. Il a dit qu'il ne voulait pas les garder parce que les gens pourraient penser qu'il les avait volés. C'est ce que la police a considéré comme bizarre. Pourquoi cet homme donne-t-il spontanément autant de détails sur son emploi du temps et ses actions ? Et surtout, pourquoi ce geste étrange ? Rendre les bijoux que l'Iseloté avait offerts à sa femme. Manfred Ganditsky aurait-il quelque chose à cacher ? Le lendemain, le corps de l'Iseloté Kortum est transféré à Munich pour autopsie. Le médecin légiste, Wolfgang Keil, conclut rapidement. La vieille dame s'est noyée, sans intervention extérieure. Un accident domestique, écrit-il noir sur blanc dans son rapport. Dans l'ensemble, d'un point de vue médico-légal, il n'existe aucune preuve irréfutable que quelqu'un d'autre ait participé à la mise à l'eau de la défunte. Mais certaines zones d'ombre persistent. La police n'a pris la température de l'eau de la baignoire que 3 heures après avoir trouvé le corps. C'est la raison pour laquelle les experts ont déclaré par la suite qu'il était impossible de connaître la température de l'eau au moment où elle a été trouvée. Et à cause de cela, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se prononcer sur l'heure de sa mort. La montre en or portée par l'Iseloté aurait pu, en théorie, apporter des indices sur l'heure du drame. Mais elle a disparu. Selon le rapport, cette montre a été retirée à 21h25 et déposée près du lavabo avant de se volatiliser. Personne n'a noté si elle fonctionnait encore, ni l'heure qu'elle affichait. Puis il y a ces hématomes. 2 marques sur le cuir chevelu de l'Iseloté. Mais pour le légiste Wolfgang Keil, ce sont des blessures mineures, sans importance. Le corps est donc libéré pour la crémation, et l'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais l'inspectrice Diana Hu, de la police criminelle de Miesbach, n'est pas convaincue par la thèse de l'accident. L'Iseloté refusait catégoriquement de se baigner. Ses aides-soignantes en témoignent, elle ne voulait pas aller dans la baignoire depuis qu'une amie y était décédée. Pour l'inspectrice, cela ne fait aucun doute, cette scène cache un crime. 3 semaines après la mort de l'Iseloté, elle demande au légiste de revisiter les lieux. Quelle est l'origine de ces hématomes ?
S'agit-il d'un crime savamment maquillé? Et si c'est le cas, qui pourrait en vouloir à Liselotte Kortum? Il n'y avait aucune preuve qu'il s'agissait d'un crime. Donc le légiste s'est rendu sur place, il a regardé la baignoire, il s'est laissé glisser dedans plusieurs fois. Et puis il a décidé qu'il était presque impossible que Madame Kortum puisse atteindre la position dans laquelle elle a été trouvée, uniquement en tombant dans la baignoire. La police a conclu que si c'était le cas, il devait s'agir d'un crime, d'un homicide, d'un meurtre. La nouvelle constatation du légiste est suffisante pour convaincre l'inspectrice. Il s'agit d'un homicide déguisé en accident. Et tous les regards se braquent sur Manfred Ganditsky. Pourquoi ce concierge si serviable aurait-il voulu tuer Liselotte Kortum? Ce comportement étrange qu'il a eu face aux policiers masque-t-il quelque chose? Dans les semaines qui suivent, il est à nouveau convoqué par la police. Sa famille est placée sur écoute. Pourtant, le concierge est clair. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Mais les enquêteurs sont méfiants. Manfred Ganditsky devient leur suspect numéro 1. Et tandis qu'un possible mobile financier commence à émerger, ses comptes bancaires sont examinés à la loupe. Il était l'un des rares à savoir où Liselotte Kortum cachait son argent liquide. Il traîne aussi de lourdes dettes, un crédit pour une maison occupée par son ex-femme, une voiture louée, et selon la rumeur, la défunte possédait des bijoux de grande valeur, des bijoux aujourd'hui introuvables. Ce n'est pas tout. Les policiers découvrent un mouvement intrigant sur ses comptes bancaires. Ce que le procureur a dit, c'est qu'il aurait pu voler ou détourner de l'argent de Madame Kortum pour rembourser un ami qui lui aurait prêté environ 8 000 €. Et quelques semaines après la mort de Madame Kortum, Ganditsky avait remboursé ces 8 000 € à son ami. Comment expliquer ce remboursement effectué quelques semaines après la mort de Liselotte? Le 14 janvier 2009, la maison de la famille Ganditsky est fouillée. Mais la police ne trouve rien. Pas de bijoux, pas de preuves tangibles. Même les prêteurs sur gage interrogés n'ont jamais entendu parler de cette affaire ou d'un certain Ganditsky. Le 26 février 2009, 3 mois après le décès de Liselotte, les policiers retournent chez Manfred Ganditsky. Cette fois, il est arrêté et placé en détention provisoire. Mai 2010. Le procès du meurtre dans la baignoire s'ouvre à la cour de Munich. Manfred Ganditsky, concierge sans histoire, père de famille, est accusé du meurtre et de détournement de fonds envers Liselotte Kortum. La dame de 87 ans avait été retrouvée noyée dans sa baignoire 1 an et demi plus tôt. Selon l'accusation, Ganditsky aurait profité de la confiance de la vieille dame pour lui voler 8 000 € et rembourser une dette. Mais elle aurait découvert le poteau rose. Le procureur a dit que l'argent de ce remboursement était l'argent qu'il avait volé à Liselotte Kortum. Et qu'en revenant de l'hôpital, elle a remarqué que l'argent avait disparu et elle l'a confronté. Ils se sont disputés et au cours de cette dispute, il l'a frappé à la tête avec on ne sait quoi. Et pour dissimuler cela, il l'a noyé dans la baignoire. Pour la défense, ce scénario ne tient pas. Elle démontre que chaque centime des 8 000 € ont été obtenus de sources légales. Il n'y a aucun doute, Ganditsky n'a pas détourné d'argent. Même le procureur est contraint de l'admettre. Mais alors que le procès semble tourner en faveur de Ganditsky, un élément inattendu va tout bouleverser. Ils ont donc inventé un autre motif. Le procureur a dit que si ce n'était pas l'argent, alors ça aurait pu se passer comme ça. Madame Kortum a demandé à Ganditsky de venir dans l'après-midi avec sa femme et son enfant pour prendre le café. Et il a refusé parce qu'il voulait aller voir sa propre mère à l'hôpital. Et ça l'a mise en colère.
Elle était jalouse de sa mère parce qu'il préférait sa mère plutôt que son invitation. Et donc ils se seraient disputés et c'est là qu'il l'aurait frappé à la tête. Le 12 mai 2010, les avocats de la défense plaident avec conviction. Pas d'indices, pas de preuves matérielles. Il semble inconcevable que le tribunal puisse valider un tel scénario. Quelques heures de délibération plus tard, le verdict est annoncé. Manfred Ganditsky est condamné à la prison à vie pour meurtre. Il est reconnu coupable malgré l'absence de preuves solides. La vérité est-elle plus complexe qu'elle n'y paraît ? La famille Ganditsky refuse d'abandonner. Quelques jours après le verdict, il contacte le cabinet Wiedmeyer, un groupe d'avocats réputé en Allemagne. Cet avocat, c'était l'un des meilleurs avocats d'Allemagne à cette période. Ils doivent réexaminer le dossier. Le cabinet accepte, mais prévient. Sans nouvelles preuves solides, leur marge de manœuvre sera limitée. Quelques jours plus tard, le téléphone de la famille sonne. Au bout du fil, l'avocat est stupéfait par les conclusions du premier procès. Il accepte de reprendre l'affaire. Rapidement, il identifie plusieurs irrégularités dans le jugement et une opportunité inattendue apparaît. Le verdict pourrait être annulé. La Cour fédérale a déclaré que dans le cas où le tribunal change le mobile, il doit en informer la défense au préalable, afin que celle-ci puisse s'y adapter et apporter de nouveaux arguments. Et le tribunal ne l'avait pas fait. C'est pourquoi le verdict a été annulé et renvoyé au même tribunal à Munich pour un deuxième procès. Un deuxième procès est ordonné. Sera-t-il celui de la vérité ? Le tribunal analysera-t-il enfin les preuves négligées lors du premier jugement ? Pour le découvrir, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode. Vous venez d'écouter la première partie de ce 3e épisode de Erreur à la barre, un podcast original Énergie sur les plus grandes erreurs judiciaires, produit avec Louis Créative. Je suis Fanny Sauveplane et j'ai préparé cet épisode. Martin Venturini l'a réalisé et mixé. Le podcast est disponible sur l'application et le site Énergie, rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et ne rien manquer des affaires suivantes.